Voilà, un double thème qui, là aussi, va vous intéresser, parce que est-ce qu'en France, on est aussi bien qu'ailleurs? Premier point. Et deuxième point, comment on peut faire pour aller encore mieux? Donc, encore une fois, des solutions vont vous être proposées. J'ai le plaisir d'accueillir à la tribune Raphaël Gaillard. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Cité, à Sainte-Anne, et vous êtes membre de l'Académie française. J'ai bien dit française et non pas l'Académie de médecine. C'est rare des médecins qui sont à l'Académie française. Et puis, à vos côtés, enfin, en face de vous, Pierre-Marie Liédot. Vous êtes neurobiologiste à l'Institut Pasteur de Paris. Attention, nous avons Lille et Paris. Ne confondez pas, ça peut poser des problèmes. Voilà. Et donc, on verra avec vous, en fin de compte, qu'est-ce qui peut faire du bien. On va peut-être, d'ailleurs, d'emblée, il y avait encore une question qu'on avait gardée en réserve par rapport au sondage que nous a présenté tout à l'heure Gaël Siman. On va peut-être la projeter maintenant. C'est, en fin de compte, diriez-vous que vous êtes heureux ou heureuse dans la vie? On vous la projette comme ça, on vous laisse regarder un tout petit peu et on reviendra tout à l'heure commenter bien sûr avec Pierre-Marie Liédot, mais on vous la laisse quelques instants pour savoir si vous vous identifiez, dans quelle case vous vous mettez. Voilà, on revient tout à l'heure dessus, on vous la reprojettera bien évidemment. Raphaël Gaillard, tout d'abord, est-ce qu'en France on est bon par rapport à ces maladies psychiatriques? Est-ce qu'en fin de compte, cette grande cause nationale, elle était vraiment indispensable? Alors généralement, on considère que commencer par se classer n'est pas très bon pour la santé mentale. Je pourrais répondre comme ça. Non, mais je vais me soigner. Ben oui, mais oui. Non, mais c'est une façon de regarder le monde et d'appréhender le monde qui n'est pas forcément une bonne chose pour la santé mentale. Peut-être que Pierre-Marie pourra en dire davantage. Ensuite, si j'essaye de répondre à votre question, j'y répondrai de deux façons. Premièrement, il y a une sorte de socle, de continent, d'ailleurs largement oublié, une sorte d'Atlantide des troubles psychiques qui ne bouge pas, qui est le même sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes. Ce sont les grandes maladies qui affectent la même proportion de personnes sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. Donc c'est la schizophrénie, c'est 0,7 à 1% de la population générale, et c'est pareil chez les Inuits ou chez les fermiers de l'Arkansas, en tout cas 0,7%, les troubles bipolaires 2%. Ces grands troubles, c'est à peu près la même chose partout. Et puis ensuite, et je dis tout de suite, c'est à peu près la même chose partout. Et si je dis continent oublié, c'est que, alors que c'est ultra fréquent, on en parle très peu. Il y a cette espèce de dissociation, de discordance entre la fréquence et la parole. Et au passage, bien que je ne sois pas lacanien, dans l'idée grande cause nationale, j'entends avant tout qu'on va en causer, et je trouve que c'est déjà une très bonne chose, qu'on puisse en parler, c'est déjà un élément majeur. Puis un deuxième aspect, c'est qu'il existe d'autres troubles qui sont eux aussi ultra fréquents, les troubles anxieux, la dépression, qui eux vont croissant, et dont la variation entre les pays ou au sein des pays, selon l'urbanicité, selon différents critères, selon des critères sociaux, culturels, socio-économiques, peut être beaucoup plus importante. Eh bien, ces troubles-là, par exemple dépression, anxiété, vont croissant. Et je ne saurais pas vous dire si c'est pire en France ou mieux en France qu'ailleurs, mais en tout cas c'est très préoccupant, ce d'autant, on y reviendra tout à l'heure, que ça touche de plus en plus des jeunes personnes, et même des très jeunes personnes, ce qui laisse penser que ce sera encore bien pire à l'avenir. Alors justement, en France, on a quand même une culture du cure, on soigne les gens, on est vraiment attentif à la maladie. Est-ce qu'en fin de compte, dans le domaine de la prévention, est-ce qu'on est bon? Est-ce que dans le domaine de la prévention, dans cette santé mentale, on a des actions? Est-ce que c'est repéré en France? Alors, la difficulté, c'est qu'il faut faire sur tout le spectre des troubles psychiques, et que il peut exister une tentation, c'est d'aller vers les maladies les plus acceptables. Et donc de laisser de côté ce que j'ai appelé le continent oublié des troubles psychiques pour s'intéresser davantage à des troubles qui sont plus accessibles ou plus acceptables dans la population générale. C'est plus facile, je vais le dire comme ça, de parler de troubles anxieux ou de dépression que de parler de schizophrénie.
Et je crois que l'un des enjeux, il est là, c'est qu'on peut inventer des nouveaux dispositifs de soins qui permettraient de prendre davantage en compte certains troubles, qui permettraient peut-être même de les prévenir davantage, mais le risque, c'est de bazarder ce qui permet de prendre en compte le quotidien de l'exercice des psychiatres, c'est-à-dire les grands troubles mentaux. Et je le dis parce que c'est important de l'avoir en tête. En France, nous avons un système qui est assez particulier, qui est une forme d'organisation territoriale, un peu comme la carte scolaire. Et si c'est un peu comme la carte scolaire, c'est parce qu'il y a en lien avec cette organisation territoriale une obligation de soins, c'est l'organisation en secteur de psychiatrie. C'est-à-dire qu'à toute domiciliation correspond une équipe en charge. Cette invention, qui date des années 60, moi je pense, comme d'autres, que c'est une très belle invention et que quand elle n'existe pas, eh bien, ces patients, ils sont sous les ponts ou en prison ou dans les parcs publics. On le voit très bien aux États-Unis. Et on voit très bien ce qui se passe aussi quand on bazarde cette organisation. On l'a vu par exemple en Italie. Dans le même temps, cette organisation territoriale, elle crée une sorte de panier de soins communs, d'exercices communs pour tous, qui ne permet pas forcément d'innover, qui ne permet pas forcément de construire une démarche proactive, par exemple, puisque vous êtes là, en quelque sorte, pour recevoir les personnes qui sont malades, plutôt qu'aller prévenir les troubles psychiques. Et donc à la fois c'est une merveilleuse invention et je pense que la perte ce serait terrible pour l'organisation des soins en France et certains sont tentés de supprimer le secteur et dans le même temps c'est une organisation qui pousse ou en tout cas nous rend enclin à une forme d'immobilisme et donc à ne pas initier des démarches qui sont davantage des démarches de promotion, des démarches d'adaptation rapide à des transformations des différents troubles, à l'apparition de nouveaux troubles. Je vais donner un exemple très simple, les troubles dits psychotraumatiques. Ça a été toujours une grande tradition en France, que les troubles psychotraumatiques, les grandes descriptions d'ailleurs sont le fait d'un psychologue, Janet, sur la dissociation péritraumatique. Ça s'est un peu perdu dans la tradition psychiatrique française. Ça a été réanimé par l'actualité, hélas, des attentats en France. Et il est difficile d'implanter cette culture du psychotrauma dans des secteurs qui sont déjà débordés par leur activité au quotidien de soins pour des patients souffrant notamment de schizophrénie. Donc on voit bien que ce système est un système très précieux pour prendre en charge des patients qui, à mon avis, sinon seraient rejetés à la rue ou en prison parce que le stigma, le tabou, les tabous font que ces patients, on les oublie très vite. Et dans le même temps, c'est un système qui ne permet pas une adaptation rapide à des évolutions qui pourtant existent bien. Encore une fois, je donne cet exemple, la fragilisation par exemple des jeunes adultes, des adolescents et même des préadolescents, une population que nous ne savons pas accueillir aujourd'hui. D'ailleurs, nous pensions pendant longtemps que les préadolescents allaient par définition bien. Je reviens à mes questions sur la prévention. Est-ce qu'on a des facteurs favorisants, des identifications comme le sommeil ou d'autres éléments qui pourraient en fait être une porte d'entrée à cette altération de la santé mentale ? Oui, mais entendez bien ce que je vous dis de l'organisation des soins et de ces enjeux. Alors une fois qu'on plonge maintenant dans les enjeux, et si on s'intéresse par exemple aux jeunes dont j'ai parlé, d'abord prenons la dépression. La dépression, on considère que dans la décennie qui a précédé le Covid, on est passé de 8 à 10% de prévalence et depuis de 10 à 13%. C'est important parce qu'on met tout sur le dos du Covid, de la Covid, alors qu'on voit bien que le mouvement était amorcé avant. Je pense que la Covid a été avant tout un révélateur. Ce mouvement, il est encore plus marqué chez les jeunes, puisqu'on considère, c'est les études de nos collègues épidémiologistes de Bordeaux, qu'à peu près 40% des étudiants sont en souffrance, alors qu'on était avant le Covid à 20-25%.
Et puis, si on remonte dans le temps, on s'intéresse aux préadolescents. Eh bien, ces préadolescents, jusqu'ici, on pensait qu'ils allaient forcément bien, parce que préadolescents, c'est 8-12 ans. Nos collègues psychanalystes pensaient que ça se passait tellement bien qu'ils appelaient cette période la période de latence. Et en fait, c'est effectivement quelque chose qui est coincé entre les turbulences de la petite enfance et les tourments de l'adolescence. Donc, normalement, tout se passe bien. Et en fait, on voit des préadolescents arriver aux urgences très fragile. Alors, qu'est-ce qu'on identifie comme facteur déterminant ? On a du mal à le dire. En tout cas, on tourne autour de certains éléments. Quand on les interroge, ce qui ressort le plus dans leur verbatim, c'est la solitude. Alors, c'est quand même très frappant parce que c'est une jeunesse hyper connectée. Donc, il y a le paradoxe de l'hyperconnexion par les réseaux sociaux et de l'appauvrissement du lien social, puisqu'ils se plaignent de solitude. Premier point. Deuxième point, l'absence de modèle, l'absence de perspective. Donc c'est une espèce d'angoisse existentielle sur le futur du monde, peut-être une troisième guerre mondiale demain, la Terre en train de rôtir, l'absence de perspective économique, cette incertitude qui gangrène tout. Et puis troisièmement, des éléments d'organisation, et vous l'avez pointé, simplement de structuration du quotidien, dont le sommeil, qui est probablement l'un des éléments les plus fragilisés dans toute la population. On pourrait presque dire que c'est la maladie du siècle, le sommeil. Mais plus encore chez les jeunes et chez les adolescents, qui ont un sommeil ultra fragmenté, c'est pas sans lien avec leur connexion d'ailleurs, et pour lesquels on met en évidence une dette de sommeil qui est vraiment très inquiétante. Très bien, merci beaucoup. On va vous faire réagir après avec Pierre-Marie Liédot. Donc Pierre-Marie Liédot, je rappelle, neurobiologiste à l'Institut Pasteur de Paris, et on va remontrer ces résultats. Mais avant, j'aurais une petite question qui a été posée tout à l'heure, mais que je reprends bien volontiers. Est-ce qu'il est illusoire, en termes de santé mentale, de définir le normal du pathologique ? Question simple, vous avez 2 heures. Alors, effectivement, c'est vraiment le problème numéro 1, je pense, en matière de compréhension du fonctionnement du cerveau. Où est le normal et où est le pathologique ? Je vois trois grands écueils. Le premier, c'est de comprendre l'expérience subjective d'un individu. Michel Foucault, déjà sous les travaux de Georges Canguilhem, avait essayé de situer l'enjeu du débat sur la notion de norme. Existe-t-il une norme biologique propre à chaque individu, ou existe-t-il une norme fixe et universelle ? Donc ça, c'est le premier problème, il est presque au niveau du sujet. Deuxième problème, il est au niveau culturel et sociétal. On peut voir en fonction des lieux géographiques ou en fonction du temps pour le même lieu que, par exemple, la synesthésie qui était vue comme une pathologie à un moment donné et devient presque la norme, quand on se rappelle des poèmes qu'on a tous appris de Baudelaire, A, noir, I, rouge, etc. Ravel et tous ces autres, montrant combien la synesthésie était déjà non plus la normale, mais devenait la norme. Et puis le troisième écueil dans le débat du normal et du pathologique est celui justement de la frontière des connaissances en matière de fonctionnement du cerveau. Je vais prendre ici un exemple, c'est la neurodiversité dont on entend parler beaucoup dans la recherche fondamentale sur le cerveau. Eh bien, autrefois, cette neurodiversité était dans le camp du pathologique, alors que là, on s'aperçoit que finalement, 8 milliards, terriens, et on a 8 milliards de variations du cerveau. Donc, voilà pourquoi parler de normal et de pathologique, sur le plan de la norme biologique, sur le plan de la norme sociale et culturelle, et enfin contextuelle, c'est-à-dire quel est l'état d'avancement des sciences, fait que c'est en fait une ligne absolument floue. Alors, le plaisir dans tout ça, parce que c'est la vraie question. On avait parlé de beaucoup de choses qui étaient relativement négatives, on va dire, ou du moins difficiles. On parlait de souffrance, etc. C'est quoi le plaisir, en fait ? Alors, si on réfléchit un petit peu sur ce que l'on voit là, avec
le fait que finalement des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale montrent une incidence élevée de 13% en plus, puisqu'on passe de 22 à 35% sur la notion de bonheur. On voit ici un phénomène que l'on connaît très bien quand on fait de la recherche sur le cerveau, c'est-à-dire que dès lors qu'un cerveau connaît des troubles de l'humeur, il perçoit le monde avec un prisme déformant. Donc il n'est pas anormal de voir cette augmentation de la perception, je dirais, enfin une diminution de la perception du bonheur, diminuée avec une augmentation de la santé mentale. Ce qu'il faut savoir, et on le sait déjà tous quand on nous parle des systèmes de la récompense dans le cerveau, c'est que la raison d'être d'un cerveau, c'est finalement, c'est la raison pour laquelle les plantes n'ont pas de cerveau, c'est l'action. Quand vous avez les pieds enracinés dans le sol, évidemment, l'action n'est pas possible. Donc, l'émergence du cerveau dans la nature est venue pour nous aider à passer à l'acte. Et puis, vous avez des systèmes qui vont ensuite témoigner en temps réel la véracité de nos actions. Et puis, quand elles sont vertueuses, qu'elles nous apportent finalement un avantage, on a cette petite giclée de dopamine à partir des systèmes de récompense qui nous invitent à recommencer. Mais, et c'est peut-être ma définition du bonheur, c'est que le bonheur n'est pas synonyme du plaisir, mais plutôt que le bonheur va intégrer deux dimensions de l'humain, celle du plaisir qui donc fait partie du monde des affects, des émotions. C'est le cerveau qui bat l'information en temps réel. Comme disait Épicure, le cri de la chair, vous voyez, les émotions, c'est le présent. Mais grâce à la partie la plus en avant de notre cerveau, grâce aux lobes frontaux, on a aussi une machine bayésienne qui fait des inférences de prédiction sur le futur. Et là, c'est intéressant parce que l'humain est certes un animal comme les autres hédonistes qui est tenu par deux piliers, maximiser le plaisir, minimiser la souffrance, mais il a également cette capacité de se configurer un futur souhaitable. C'est ça les processus désirants. Et il est intéressant de comprendre que ces processus du désir viennent juguler les phénomènes de suractivation du système de la récompense. Dit autrement, c'est mon point de vue, le bonheur peut se qualifier par une balance appropriée entre plaisir, le présent, et le désir, un futur souhaitable. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant d'abord de voir donc l'incidence que peut avoir la santé mentale sur cette vision du bonheur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces statistiques-là, quand on les refait 4 ou 5 ans plus tard, ces personnes qui ont du mal à juger leur état dans le bonheur, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes statistiques que la population, je dirais, saine, où on retrouve ces 22%. Donc, il y a aussi ici un degré de réhabilitation du cerveau, d'amélioration, d'adaptation finalement du cerveau. Et donc, aussi un message optimiste ici à porter, c'est que les maladies mentales ne sont pas des maladies fatales et irréversibles. Donc on peut guérir, on peut s'améliorer, il peut y avoir une résilience, on peut être positif. Exactement. Et ça, c'est toutes les grandes découvertes du XXIe siècle en matière de plasticité du cerveau humain, de montrer que ces ressources, elles sont presque infinies. En fait, on est presque surpris chaque semaine de grandes découvertes qui nous montrent que ce cerveau s'adapte aux conditions dans lesquelles il évolue. Alors justement, comment est-ce qu'on l'entretient ? Comment est-ce qu'on arrive à le former, à l'emmener vers des éléments plutôt positifs, et comment est-ce qu'on arrive à le booster, le cerveau ? Alors, une grande, disons, une grande surprise qui est venue du monde des neurosciences récemment, c'est la fusion enfin de l'âme et du corps. Et de s'apercevoir que finalement, le cerveau n'est pas dans une boîte isolée,
on a tous appris qu'il y avait une barrière hémato-ménagée. Mais le mot barrière est maintenant disparaît de toutes les publications scientifiques. On préfère parler de frontières poreuses. Et donc, il y a une possibilité de ce dialogue qui contribue évidemment à la santé mentale entre le corps et l'esprit. Et c'est un concept qui est assez intéressant parce que on a entendu parler déjà ce matin de génétique, de style de vie, d'épigénèse. Bien, cette fusion, elle est en train de s'opérer en ce moment sur une notion qu'on appelle l'holobionte. Finalement, l'humain n'est rien d'autre qu'un vecteur qui héberge un microbiote qui soit nasal, qui soit sur la peau, qui soit digestif, et que finalement, il y a des communications alors qui peuvent contribuer au bien-être, et c'est là où on peut comprendre que l'alimentation joue un rôle particulier en sélectionnant un certain style de microbiote, que l'activité physique participe aussi à ce bien-être par des changements de composition de notre flux sanguin au niveau cérébral, que finalement notre style de vie, nous parlions du sommeil aussi, ce sommeil qui permet, à qui aujourd'hui on attribue des fonctions cognitives incroyables. Alors on avait très vite compris le rôle sur la mémoire, mais le rôle de la gestion du système immunitaire est assez intéressant, sachant qu'on a un retour possible de ce système immunitaire sur le cerveau. Donc voilà, je dirais que par une vision vraiment intégrée de l'humain en tant que l'holobionte, un humain qui évolue dans un écosystème, eh bien, il suffit maintenant d'aller jouer sur toutes ces dimensions pour faciliter, disons, l'émergence d'une santé mentale. Jean-Michel. Oui, c'est extrêmement intéressant, je vous remercie. Moi, je voulais revenir sur une question peut-être un petit peu de recherche épidémiologique pour l'un de vous deux. Je me disais tout à l'heure, dans les sociétés traditionnelles, africaines par exemple ou autres, où l'on vit en famille, où l'on vit sous le même toit, où il y a toujours un partage, où les vieux sont respectés parce que ce sont les sages, il y a moins de problèmes de santé mentale. C'est assez connu. Y a-t-il des études sur le fait que quand ces personnes viennent vivre dans notre pays et perdent un petit peu ce terreau familial qui fait du lien social extrêmement important, où chacun est respecté, est-ce que on voit une augmentation des troubles mentaux, ce qui voudrait dire que finalement il y a une perte de quelque chose qui les protégeait en quelque sorte, ou bien voudrait dire que dans notre contexte environnemental européen, par exemple, eh bien, il y a des facteurs d'agression de la santé mentale. Donc c'est une question un petit peu basique, mais qui remet au cœur la question de l'interaction sociale qui me semble, et du respect de chacun qui me semble assez intéressante. Je ne sais pas si l'un ou l'autre a connaissance d'études de ce type. Raphaël Gaillard, peut-être un petit mot. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Et en fait, vous posez la question dans deux directions différentes, que sont finalement l'organisation hiérarchique sociale et dans sa structure et l'importance de cette dimension structurée, et d'autre part la puissance des interactions sociales. Pour la puissance des interactions sociales, ça on peut le dire, y compris à l'échelle des modèles animaux, que le lien social est indispensable, que pour provoquer de la douleur psychique, eh bien simplement provoquer de façon expérimentale une exclusion sociale provoque de la douleur psychique, que cette douleur psychique est associée même à des marqueurs d'inflammation, par exemple. Donc ça, c'est très bien caractérisé. Donc tout système d'exclusion sociale ou d'appauvrissement du lien social est un système qui fait souffrir le cerveau, l'ensemble du corps d'ailleurs, le cœur compris. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est dans une situation d'une paradoxale aggravation de la solitude en même temps que nous sommes hyper connectés.
Et je pense qu'on ne mesure pas assez puissamment l'effet de ce paradoxe. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, des populations déracinées, populations migrantes, par exemple, c'est très difficile de dire les choses parce que ce sont des populations qui sont extrêmement maltraitées, qui passent au travers d'expériences de vie absolument terribles, de facteurs de stress majeurs, de sorte que dire que ceux qui vivent aujourd'hui, qui de fait est marqué par une morbidité en termes de santé mentale très élevée et le fait de la perte des repères, c'est-à-dire l'organisation hiérarchique de la société à laquelle ils appartenaient, c'est quasi impossible de le dire parce qu'avant tout, ils sont passés au travers de traumas qui les fragilisent terriblement. Donc je me lancerai pas sur la question de l'organisation structurée de la cellule familiale ou de la société. Simplement, je compléterai peut-être ce que disait Pierre-Marie tout à l'heure de ce que notre cerveau fait bien, de ce qui le rend le plus efficient. Alors évidemment, je prends ma casquette d'académicien, mais je trouve qu'on omet un certain nombre d'éléments qui ont été déterminants à l'échelle de l'humanité pour notre évolution. On parle beaucoup d'hybridation technologique aujourd'hui, je m'y intéresse beaucoup. Vous avez demandé ce qui peut nous booster et booster notre cerveau. Mais à mes yeux, la grande hybridation qu'a connue l'humanité, c'est celle de la naissance de l'écriture et la lecture. C'est ça, la première grande hybridation. On sort de la préhistoire, on rentre dans l'histoire. Finalement, écrire, c'est déposer son savoir hors de soi. C'est déjà, d'une certaine façon, considérer que le livre, c'est le premier disque dur externe. Et puis, c'est le réincorporer ensuite. Et on sait que et l'écriture et la lecture ont toutes sortes de vertus. D'ailleurs, on peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle pour le mesurer. Nous discutions juste avant cette session avec Pierre-Marie sur la puissance de l'intelligence artificielle, y compris en neurosciences. Mais on omet de dire que les derniers modèles en jeu, les IA génératives, elles sont devenues intelligentes non pas en regardant des millions d'images, mais en lisant des millions de pages. C'est ça qui rend un réseau de neurones intelligent. Pas parce qu'il sait plein de choses, et d'ailleurs pour quiconque ici interagit avec ChatGPT, ce qu'il faut faire à mon avis, l'enjeu n'est pas ses connaissances mais son intelligence, mais parce qu'avoir lu des millions de pages, ça donne une conformation particulière à cette imitation de cerveau qui est le réseau de neurones d'une intelligence artificielle, qui a une certaine efficience, je dirais une certaine intelligence. Et donc, avant de considérer toutes sortes d'interventions médicamenteuses ou biologiques au sens large, n'oublions pas que nous, les êtres humains, ce qui nous parfait, nous qui naissons tout à fait incomplets, qui nous naissons incapables de quoi que ce soit, nous qui n'avons ni crocs, ni griffes, ni pelage, c'est la culture. Et pour notre cerveau, ça fait une sacrée différence. Un dernier mot, Pierre-Marie. Pour abonder dans le sens où le cerveau humain est la quintessence du cerveau social, comme nous le rappelle Raphaël, il y a cette histoire évolutive de l'Homo sapiens. Quand on sait qu'Australopithèque a un cerveau de 500 cm3, il va y avoir ensuite des événements disruptifs. On a parlé d'écriture, un peu avant c'est la bipédie, un peu avant on a habilis, donc la maîtrise du feu. Donc toute cette idée-là que ces événements, ces outils nous ont finalement rapprochés de l'autre. Et on passe de 500 cm3 pour finir à 1400 cm3 chez Homo sapiens. Et le digital viendra prendre le relais pour que finalement, habilis, ils maîtrisent le feu, ils sont à peu près une dizaine ou vingtaine autour du feu. On revoit Claude Lévi-Strauss avec le cul, le cru, par exemple. Et puis ensuite, on a Erectus. Là, on a des migrants, on a des explorateurs. On est derrière le leader, on est des centaines, des chapelets de centaines qui partent de la Tanzanie vers l'Afrique du Sud ou vers le croissant fertile. Et puis ensuite, effectivement, à peu près moins 5000 ans avant Jésus-Christ, l'écriture, la lecture, le calcul, l'homme devient maître et possesseur de la nature, on invente l'agriculture, on permet comme ça des villes de Babylone et d'autres d'émerger parce que on est dans ce rapport à l'autre qui est de plus en plus complexe. Et puis 1950, l'intelligence artificielle, etc. Et là, Global Village, on est 8 milliards de terriens à se tenir par la main. Une des grandes surprises aussi des neurosciences actuellement, c'est de montrer que
cerveau qui est de plus en plus donc social, finalement, il est en même temps dans cette dimension sociale du cerveau, il est connecté au sujet. On s'aperçoit que des structures cérébrales, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le cortex insulaire ou singulaire, mais peu importe, ce cerveau qui va réagir dans la présence d'autrui par l'intermédiaire de systèmes immunitaires ou par l'intermédiaire d'un nerf vague, par exemple, le fameux vagabond. Ce nerf vague va jouer des rôles apaisants et on montre par exemple déjà chez la souris qu'une souris qui se met au contact avec une certaine proximité physique d'un animal malade, cette souris elle est en train de se préparer à la maladie également. C'est comme une illusion que l'autre est moi. Vous voyez, donc c'est assez beau de voir que ce cerveau social, comme on l'a montré maintenant avec Raphaël, cette idée qu'avec l'émergence d'outils, on s'est rapproché de l'autre, eh bien, c'est aussi comprendre que notre santé dépend de ce rapport à l'autre. Merci beaucoup, messieurs, pour ce final. Alors, final, pas tout à fait, parce que nous avons encore... On peut vous applaudir, parce que c'est vrai que... Il nous reste encore une session qui me paraît tout à fait intéressante, qu'on a appelée Regard croisé, et qui va en quelques minutes vous permettre de voir, en fin de compte, ce que certains sont intervenus dans leur discipline, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé d'autres sessions et quelles idées ils ont retenues et quelles solutions ils ont retenues. On se retrouve dans quelques instants pour ce final. Merci. Ouais,